Pourquoi la France est en retard par rapport aux États-Unis? C'est un sujet polémique, c'est un sujet qui est beaucoup dans l'esprit des gens, avec les news récentes politiques des États-Unis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, je vois clairement qu'il y a beaucoup de gens en France qui aiment bien se raconter des histoires sur la position économique du pays. Et je pense que ça sert à personne. Moi, en tant que Français, ça me fait vraiment du mal quand je vois ça, parce que je me dis, les gens de mon pays, ils réalisent pas que. Ils se voient de la face, en fait. Les Français se voient de la face sur la vraie situation économique du pays, la vraie trajectoire du pays. Et ça aide pas, parce que du coup, ça aide pas les gens à faire les choses nécessaires pour changer les choses. Euh, Moi, je suis désolé de vous le dire, mais en tant que Français qui vit à l'étranger, pour moi, la France, elle va dans la direction de l'Espagne, dans la direction du Portugal, dans la direction de la Grèce, elle va pas dans la direction des États-Unis, malheureusement. Et les gens se voient de la face, se racontent des histoires, on leur ment, en fait, même les médias leur mentent, les gens se mentent l'un à l'autre pour essayer de garder la tête haute en disant oui, oui, mais les États-Unis et ces autres pays, l'Angleterre, l'Allemagne, les autres pays où l'économie va mieux, au final, ça va mieux, mais la vie coûte plus cher. Donc nous, au final, on a quand même la santé gratuite, on a quand même l'éducation gratuite, quoi. Et c'est vraiment le truc qui est. C'est génial, hein, en fait. C'est génial en France que ces choses-là soient gratuites, entre guillemets. Et c'est aussi terrible parce que les gens sont devenus complacents, complacent. Je perds mon français parfois, excusez-moi. Mais sont devenus. Se reposent sur leur laurier. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Et se sont confortables dans cette idée de dire oui, mais de toute façon, on n'arrête pas. En fait, c'est un peu comme un culte, hein, c'est un peu comme une secte, en fait, à un certain niveau. La culture n'arrête pas de dire oui, mais les gens, les autres pays vont mieux, mais vous inquiétez pas, on reste la meilleure parce que on a la santé, parce que on a l'éducation. Et les gens font pas les maths. Les gens font pas les maths de réaliser qu'en fait, il y a rien qui est gratuit dans la vie et que les hôpitaux, la santé a l'air gratuite, l'école a l'air gratuite, hein, mais tu la payes à travers tes impôts. Ok. Et tout le monde ne la paye pas du coup au même niveau, mais l'économie globale du pays la paye. Parce que quand il y a des gens qui paient des impôts à tous les niveaux, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins d'argent dans le secteur privé, il y a moins d'argent dans la poche des consommateurs, dans la poche des entreprises pour dépenser, et du coup l'économie va pas aussi vite. Il y a juste plus d'argent dans les poches de l'État, qui ensuite du coup paye pour la santé, paye pour l'école, etc. Donc c'est pas gratuit. Que même si tu n'es pas riche, même si tu es pauvre et que tu payes pas beaucoup d'impôts parce que ton taux d'imposition est pas important, en fait tu payes des impôts assez importants quand même indirectement parce que tes opportunités économiques sont inférieures à ce qu'elles auraient été dans un pays plus capitaliste. Et ça, c'est un de ces nuances que beaucoup de gens qui ont jamais vécu en fait en dehors du système français, en dehors d'un système très socialiste, ne vont pas comprendre parce qu'ils ne voient pas la différence sur l'économie. Euh, la réalité, je vous l'apporte, je suis désolé, c'est qu'aux États-Unis, la vie a beau être plus chère, les gens vivent quand même avec une meilleure, en plus de pouvoir d'achat. Alors, il y a plus d'inégalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que certaines personnes vont vraiment galérer. Et quand je dis vraiment galérer, c'est galérer à un point que aucun Français galère. En France, on va dire que le seuil tout au bas, c'est ici, et le tout au bas aux États-Unis, c'est ici. Il y a pas de limite dans ce que tu peux atteindre en termes de. Il n'y a pas de plafond aux États-Unis, alors qu'il y a un plafond en France, clairement, parce que les impôts sont si agressifs, hein, mais il n'y a pas de sol non plus. Il y a pas, tu peux tomber pour toujours aux États-Unis. Donc c'est pour ça que tu vois tout ce qui se passe dans la rue, les SDF, ou tu vas dans les grandes villes américaines, tu vois les gens qui poussent les chariots, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? T'as pas vraiment ça en France, parce que tu as un système social. Mais pour le reste des gens, les gens qui sont pas SDF, les gens qui ont un job même normal, hein, même avec le coût de la vie très cher, la réalité c'est que la classe moyenne américaine s'en sort pas mal quand même. Les gens aiment se plaindre, même aux États-Unis, tu vas trouver des gens qui disent oui, ces jours-ci, aux États-Unis, tu ne peux plus acheter grand-chose, c'était classe moyenne, même avec un salaire de 6 000 à 7 000 $ par mois, ce qui est moyen en fait, c'est la base. Le salaire moyen aux États-Unis, je crois, autour de 70 000 par an, donc c'est à peu près 6 000 par mois. Ce qui est énorme en France en fait, hein, mais pas du tout, qui est complètement normal aux États-Unis. Les gens se plaignent, ouais, on vit pas super bien ça, que tu vis pas de manière super luxueuse, mais tu vis quand même bien. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le lifestyle creeping. Le lifestyle creeping, c'est plus tu augmentes, plus tu as d'argent, plus tu t'habitues à des choses et tu penses que c'est la base. Et plus tu vois les gens autour de toi qui sont habitués à ces choses-là, plus tu penses que c'est la base en fait. Et moi, c'est ce que j'ai réalisé quand j'ai déménagé aux États-Unis, quand j'étais tout jeune, quand j'avais 17 ans. C'est je vais aux États-Unis et puis San Francisco, la ville la plus chère du pays. Et oui, c'est cher, mais je me débrouillais pour 2500, 3000 balles par mois, quoi. Et ça allait. J'étais vraiment pas ouf, hein, mais ça allait. Je m'en débrouillais. J'avais des roommates, j'avais des colocs, hein.
je me débrouillais, je mangeais, voilà. Et ça allait, j'allais pas me plaindre non plus. Les gens me disaient, ah, comment tu fais 3 000 par mois? Mais moi en dessous de 7 000 par mois, je peux pas, c'est impossible de se payer 7 000 par mois. Et en fait, je réalisais que les gens, ils avaient été là, ils étaient arrivés à San Francisco depuis suffisamment de temps qu'ils s'étaient habitués en fait à la consommation, à la culture de consommation américaine, et ils commençaient à s'attendre à avoir le droit à certaines expériences, certains produits, tu vois. En gros, leur niveau, leur qualité de lifestyle, de qualité de vie avait augmenté, ils s'en rendaient pas compte et ils commençaient à juste demander un peu plus, en fait, à vouloir un peu plus, à s'attendre à plus de choses, tu vois. Quand tu es français, comme moi, tu viens de la campagne, tu manges à la maison tous les soirs, tu fais des pâtes et tout, tu arrives aux États-Unis, tu continues à faire pareil. Voilà, ça coûte pas très cher, mais quand tu t'habitues au rythme américain où les gens ils veulent manger à l'extérieur plusieurs fois par semaine parce qu'ils ont la flemme de faire à manger, ils veulent aller faire la fête avec leurs amis, ils veulent faire des expériences, ils veulent aller faire une randonnée, ils veulent prendre l'avion à 300 $ pour aller autre part parce que tout le monde prend l'avion, tout le monde est en train de voyager en permanence. D'un coup, ah ouais, t'as besoin de plus d'argent. C'est pas nécessairement parce que le pays en soi est beaucoup plus cher, c'est vrai qu'il est plus cher, mais c'est aussi parce que les gens commencent à s'habituer en voyant autour d'eux des gens qui dépensent beaucoup plus à vouloir dépenser plus en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc quand je vois beaucoup d'Américains classe moyenne qui se plaignent, ah, la vie est difficile, c'est oui la vie est difficile, mais t'as quoi dans ta poche? T'as un iPhone, même pas un iPhone 12, un iPhone 15, le dernier quoi. Parce que oui, mais tout le monde a un iPhone 15. Regardez les statistiques de concentration d'appareils Apple aux États-Unis, c'est un truc de malade. En France, je crois que ça doit être une personne sur, je crois que c'est 50-60% de la population, peut-être 65, qui a un iPhone, peut-être moins. Aux États-Unis, c'est genre 85, tout le monde a un iPhone. Donc c'est oui, c'est difficile la vie, mais c'est genre c'est plein d'endroits de décisions de micro investissement, de micro achat où les gens ils ont le choix entre un téléphone à 1 000 $ ou un téléphone à 400 $ et ils disent ah c'est que 600 $, je prends le téléphone à 1 000 $. Et ils font ça encore et encore, ils répètent cette décision là et à la fin ils font bah ouais, mon salaire à 7 000 c'est pas assez. Alors qu'en fait c'est assez, c'est juste qu'ils sont habitués. Vous comprenez le truc. Donc ça casse tout l'argument en fait. Tout l'argument des Français qui disent non, notre pays il est pas si mal au final parce que vous regardez les États-Unis, oui ils gagnent beaucoup plus, mais en fait ils galèrent. Non, ils galèrent pas. Vous croyez qu'ils galèrent parce que vous croyez au fait qu'ils se plaignent sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, là, vous regardez la réalité de la vie d'un Américain d'une classe moyenne, hein, il vit mieux l'Américain. Parce qu'il a un système financier, il a accès à des crédits, etc. Oui, il vit sur crédit, mais au final, il a une meilleure maison, il a une meilleure voiture, il a plus d'argent pour acheter des appareils, des trucs, les derniers appareils cri, tout ce qu'il veut. Et quand il voyage à l'étranger, il a beaucoup plus d'argent de côté parce que pour un Américain, d'avoir 10-15 000 balles, c'est que dalle, quoi. Pour vous donner une idée, le top 1%, pour être dans le top 1% du pays en termes de patrimoine, en France, il faut avoir 2 millions d'euros. Tu as moins de 2 millions, tu n'es pas dans 1%. Tu as plus de 2 millions d'euros, donc c'est-à-dire la valeur de ta maison, la valeur de ta voiture, la valeur de tout ce que tu possèdes, la valeur de ton cash, de tes actions, etc. Tu as plus de 2 millions, tu es dans le top 1%. Donc tu as une personne sur 100 dans la rue qui a plus de 2 millions. Aux États-Unis, plus de 2 millions, c'est une personne sur 15. Ok. Donc tu marches dans la rue, une personne sur 15 a 2 millions. C'est banal. Pour être dans le top 1%, il faut avoir 12 millions. Donc si tu as moins de 12 millions aux États-Unis, tu n'es même pas dans le top 1%. Il faut avoir 12 millions entre ta maison, 12 millions. C'est beaucoup 12 millions. Pour un Français, c'est énorme 12 millions. Tu te dis, mais si j'avais 12 millions, 12 millions quoi. Aux États-Unis, tu as une personne sur 100 dans la rue, tu te balades, une personne sur 100 à 12 millions, 12 millions. Ou plus. Peut-être c'est 50 millions, etc. Et du coup, en fait, surtout, ça c'est un truc que beaucoup de gens, je pense, pas réalisent, c'est que tu n'as pas besoin d'être une célébrité ou d'être quelqu'un de super connu aux États-Unis pour gagner des dizaines de millions. Euh, moi, une fois, j'allais dans une maison, un gars, une maison à 8 millions et quelques, c'était une maison de malade, tu vois. Et tu voyais clairement que le mec devait être dans les 30 à 70 millions, je dirais, en termes de patrimoine. Et le mec est avocat. Et voilà, le mec était juste avocat, pas un avocat connu, hein, juste un avocat d'affaires, un avocat pour les compagnies, technologie, finance, etc. Donc ça demande du travail quand même, c'est des professions, les gens travaillent 70 heures, 80 heures par semaine, mais c'est pas un truc qui est inaccessible. C'est assez commun pour les gens qui travaillent dans le monde corporate, dans le monde des compagnies américaines plus établies, de gagner des grosses sommes. T'as pas besoin d'être le Mark Zuckerberg ou le Elon Musk. T'as pas besoin de créer un truc innovant qui a jamais été fait. Tu peux gagner des sommes phénoménales aux États-Unis si tu es très bon dans ce que tu fais, dans des professions qui sont très prédictibles au final. Il faut juste faire le travail. Et donc, c'est là la différence se fait encore plus. Voilà, j'ai fait mon argument sur la classe moyenne qui, au final, c'est clair, roule pas sur l'or parce que la vie est chère aux États-Unis, mais s'en sort quand même bien.
Mais là où la différence se fait vraiment énormément, et un point où les gens réalisent, peut même pas souvent comprendre dans l'esprit français, parce que tu vois même pas en fait, c'est à quel point euh, quand tu commences à être dans les tours de spécialisation, de professions plus poussées, comme tout ce qui va être avocat, finance, technologie, ingénieur, tu peux monter sur des sommes qui font, mais ça change la vie en fait. C'est juste pas possible, tu peux même pas comparer. La qualité de vie, le mode de vie que tu as, si tu gagnes, tu es un très bon ingénieur en Silicon Valley et tu gagnes, on va dire, 500 000 par an, donc 45 000 par mois, 40 000 par mois avec entre le cash, les actions, etc. Oui, tu te fais taxer, mais à la fin, on va dire, tu te retrouves avec, on va dire, 30 000 par mois qui te restent. Même si la santé te coûte cher, même si l'école te coûte cher, même si le loyer te coûte cher, t'as des thunes, quoi. Et les États-Unis, c'est pas un pays qui est forcément facile à vivre, mais quand t'as de l'argent, tu peux t'acheter tout, en fait. Le pays est tellement développé, l'économie est extrêmement développée, il y a des services pour tout. En France, parfois, t'as de l'argent et tu veux payer quelqu'un pour faire quelque chose et il y a personne, en fait. Le marché économique est pas assez développé. Tu peux pas forcément toujours recevoir de l'aide. Aux États-Unis, le marché est extrêmement développé. Donc, plus t'as d'argent, plus t'as d'effets de levier, plus t'as des gens qui peuvent t'aider à faire des trucs et tu peux te créer une qualité de vie, un lifestyle, mais qui est insoupçonnable hein, d'une perspective française ou européenne de manière générale. Donc c'est pour ça que les riches restent aux États-Unis, même s'il y a des endroits où ils paieraient moins d'impôts, etc. Parce que même si tu payes des impôts aux États-Unis, ça reste moins que les pays européens. Et en termes de qualité de vie que tu peux t'acheter avec beaucoup d'argent, c'est juste incomparable. Incomparable. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que, bah, on parlait des impôts, c'est que, voilà, c'est l'argument français, c'est, oui, mais voilà, nous, on a ces choses-là qui sont gratuites, entre guillemets. Oui, tu les payes à travers tes impôts en France. Si tu fais le calcul, en fait, de combien tu payes ta santé et ton école en France avec tes impôts, tu les payes beaucoup, du coup. Soit directement à travers ce que tu payes en impôts, tu peux faire le calcul, bah, j'ai payé tant d'impôts cette année, donc ça représenterait tant. Et beaucoup de classes moyennes en France payent des impôts qui, en fait, représentent des chiffres similaires à ce que tu paierais aux États-Unis en privé. Ouais. Si tu gagnes, je sais pas, 5 000 par mois en France, tu calcules combien. T'es patron, t'as une petite entreprise de 3 personnes, tu vois, un truc minuscule. Et tu payes 5 000 euros pour toi, tu payes tes employés 1 500, 2 000 euros, petit village, etc. Tu calcules combien tu as payé d'impôts au total. Crois-moi, tu payes plus que ce que tu paierais en assurance privée pour la santé. Rien que la partie sécurité sociale, santé, aux États-Unis, tu paierais genre entre 500 et 750 dollars par mois, par personne, pour être bien couvert. En France, si tu gagnes dans les montants que j'ai dit, tu payes plus genre 1000 et quelques par mois, rien que pour la santé. Et après, pour tout ce qui va être l'école, bah, c'est pareil. L'école privée aux États-Unis compte entre 20 000 et 30 000 par an, par enfant, quel que soit l'âge. C'était dans le privé, il y a les écoles publiques aussi, hein, mais c'est dans le privé. Même la maternelle, tu paierais ça, ok. Mais si tu commences à gagner pas mal d'argent, genre on va dire plus de 120 000 par an, ou plus de 10 000 par mois, ce qui est assez courant aux États-Unis, bah la différence de ce que si tu gagnais 10 000 euros par mois en France, tu me prendrais la moitié, quoi, presque. Euh, et quand tu comptes l'impôt sur le revenu, plus ensuite la TVA quand tu dépenses, il n'y a pas de TVA aux États-Unis. Au final, bah oui, bah ton école, c'est pareil, c'est un peu similaire, les prix sont pareils, ils sont similaires. Euh, mais tu as une école privée, tu choisis le type d'éducation que tu veux, etc. Quoi. Donc c'est différent. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, les gens disent pas comparer la France et les États-Unis parce que les États-Unis c'est tellement cher. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai pour les minorités, les gens tout en bas, c'est vrai que c'est pas facile, mais la majorité des gens quand même s'en sortent bien mieux. Et ça sert pas du tout au pays, à la France, de se raconter des histoires, de se protéger d'ailleurs. C'est une protection en fait. Ces gens veulent pas faire face à la vérité. La vérité est que la France économiquement est à la ramasse par rapport au reste du monde développé parce qu'elle a raté le train technologique. Et le truc, c'est que la France essaie de se rapporter, de se raccrocher au train technologique depuis toutes ces années, depuis, on va dire, principalement les 10 dernières années, ils se sont rendus compte, merde, on rate le train technologique, qu'est-ce qui se passe? Et l'erreur de la France, c'est que ils prennent une approche institutionnalisée au problème, au lieu de prendre une approche euh, qui est culturelle. Parce que la France, c'est le pays des systèmes, des services publics. Quoi. C'est un pays extrêmement socialiste, extrêmement euh, centralisé. Il y a Paris, après toutes les villes sont beaucoup plus petites. T'as beaucoup, historiquement, beaucoup de l'industrie française était détenue par l'État. C'est un pays qui a décidé de fonctionner, c'est un pays capitaliste, mais c'est un pays qui a décidé de fonctionner de manière où tout passe quand même par l'État. Et on voit à travers les impôts. En gros, tu as moins de liberté individuelle, tu lui donnes plus d'argent dans tes impôts, et on t'offre plus de services, mais du coup, ta vie est beaucoup plus
connectés à l'État. Et du coup, vu que le pays est comme ça, politiquement, économiquement et culturellement, forcément, quand ils ont vu qu'ils rataient le train économique, ils se sont dit, il faut une approche institutionnelle, il faut faire quelque chose, il faut donner plus d'argent aux startups. Donc le gouvernement dit, on va donner de l'argent aux startups françaises, etc. Et en fait, ils ne comprennent pas que le problème est tout dans l'approche. Qu'en fait, le problème, c'est pas que les gens n'ont pas assez de ressources pour créer des entreprises technologiques, c'est que les gens ont un mauvais mindset. C'est même pas que les gens n'ont pas les aptitudes, le talent, parce que les écoles d'ingénieurs françaises sont très bonnes, c'est que les gens n'ont pas le mindset, l'état d'esprit de création d'entreprise, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les impôts sont complètement euh, prohibitifs à la création de valeur à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que tu peux créer une entreprise en France, en sortir OK, mais si tu veux créer une entreprise internationale depuis la France, les impôts sont juste ridicules. Ton entreprise vaut mieux l'inscrire aux États-Unis ou autre part. Et donc, tu as ça, et tu as aussi le fait qu'il y a un manque du coup de momentum, tu as un manque de mouvement euh, qui fait que même si les gens, même si tu es quelqu'un qui est ambitieux en France, qui veut créer une entreprise dans la technologie, qui veut créer un truc innovant, tu n'es pas entouré de gens, de beaucoup de gens qui comprennent l'industrie, qui comprennent euh, ce niveau d'ambition, et du coup, tu vas pas être aussi raffiné en fait dans ton ambition, dans ton drive. Tu vas être un peu le seul mec qui essaie de faire quelque chose. Et du coup, ça réduit énormément tes chances de succès. Parce que ce qui fait que les États-Unis ont autant de succès aussi, c'est que c'est le pays au monde le plus innovant. C'est le pays où tu peux aller, tu vas dans n'importe quelle grande ville américaine, tu n'as pas besoin que ce soit San Francisco, New York, c'est mieux si c'est San Francisco, New York. Et tu vas même à une Charlotte, Nouvelle-Caroline du Nord, une ville qui est, finalement, c'est une ville, hein, c'est une grande ville, mais c'est pas une ville très connue. Et tu vas voir des mecs, des startups, des techs dans la tech partout, quoi. Dans la rue, etc. Et du coup, tu es entouré de gens qui comprennent le truc, qui raffinent le truc et qui t'aident à devenir le meilleur dans ce que tu fais. Et le seul moyen de réussir dans la technologie, parce que c'est l'industrie où c'est le winner takes it all, t'as pas deux Facebook, t'as un Facebook, ok. T'as pas deux Google, t'as un Google et le gagnant prend 90% du marché. Tu peux pas te permettre d'être seconde place. Si t'es seconde place, t'es personne. Il faut être première place. Et le meilleur moyen d'être première place, c'est d'être entouré des meilleurs au monde. Comme ça, tu deviens meilleur au monde, en fait. Donc, c'est le problème de la France. C'est que les gens sont pas meilleurs au monde. C'est que la culture n'est pas une culture d'un meilleur au monde. La culture est une culture de on veut travailler assez pour bien vivre. Ok. Et c'est pas, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une belle chose. Mais c'est pas suffisant pour réussir économiquement. Et l'erreur du gouvernement, c'est de penser qu'ils vont juste donner de l'argent aux startups et que ça va résoudre le problème. Alors que le problème, il commence dans la culture. Le problème, il commence dès l'école. Il commence dès la façon dont on imprègne, dont on imprègne la connaissance, le savoir chez les gens. Surtout en relation à la position du citoyen dans la société, dans le monde, et à la valeur du travail. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux individus que leur place dans le monde, c'est de créer de la valeur dans le monde. Et on, on partage des messages par rapport à l'argent et par rapport au travail qui sont toxiques. C'est-à-dire on partage un message négatif où le travail, c'est un mal nécessaire. Et il faut juste travailler 40 heures par semaine. On voit en fait dans la politique, c'est la protection du salarié, comme si le salarié était une victime. Le travail, le méchant boss. Et le travail, c'est un truc qui écrase les gens. Et donc il faut le limiter à 40 heures par semaine. Et c'est beau, hein, mais aussi ça veut dire que tu rates complètement l'autre partie de l'équation qui est à quel moment est-ce qu'on partage un message où on dit aux gens le travail c'est beau, le travail c'est la création de valeur, la création de valeur c'est le service à la société. Le service à la société c'est ce qui nous fait nous sentir plein, c'est ce qui nous fait nous sentir épanouis en tant qu'humains. À quel moment tu partages ce genre de messages? Tu les partages pas du tout en fait. Et c'est là où du coup les États-Unis gagnent. Les États-Unis, tu as une culture de l'entrepreneuriat qui est phénoménale où tu grandis en regardant des films, des biographies, etc., de grands entrepreneurs américains, tu vois, et tu as cette inspiration du je veux créer de la valeur. Les gens pensent que les États-Unis sont juste obsédés par l'argent, c'est pas vrai. Oui, oui, les gens aiment l'argent, mais c'est aussi, les gens veulent trouver du sens dans leur vie. Les gens veulent être sur une mission, veulent créer un truc dans le monde qui compte, parce qu'ils veulent que leur vie compte de cette façon-là. Et ça devient un peu toxique parce que du coup, les gens sont pas aussi dans une culture de juste apprécier les choses comme elles sont et juste apprécier un bon repas un dimanche après-midi. Mais les Français sont peut-être trop dans notre extrême. Les Français adorent leur repas le dimanche après-midi, le rosé, le machin, mais ils sont pas assez connectés au truc de je veux trouver un sens, il faut que je crée un truc dans le monde pour me sentir épanoui. Et du coup, c'est un problème culturel pour moi, pas un problème
économique tant que ça. Et s'il changeait la culture, il changerait l'économie. Mais comment tu changes une culture? Je ne sais pas si c'est une réponse. Je sais pas si c'est une réponse qui soit institutionnelle. Pour moi, c'est une réponse qui doit venir de la culture. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que pour moi, c'est les gens qui regardent ce genre de vidéo qui comprennent ce que je veux dire, ou qui vont aux États-Unis, qui comprennent la différence de culture, qui peuvent ramener un peu ça en France et voir ce qu'on peut changer. Moi, j'adore la France, j'aime la France, mais malheureusement, je ne peux pas y vivre à cause de ces choses-là. Je ne pourrais pas y être épanoui parce que je ne serais pas à 100% dans ce que je fais, parce que les gens autour de moi ne comprendraient pas ce que je suis en train de dire. Tu vois, ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup de gens peut-être qui vont regarder, qui vont dire, mais qui vont critiquer, qui vont dire non mais mec, t'es à côté de la plaque. Il y a certainement une minorité, si vous êtes d'accord avec ce que je veux dire, vous êtes une minorité. Et le but, c'est que la minorité devienne la majorité. Mais actuellement, c'est encore une minorité. Donc on a besoin de juste de partager plus de genres de messages, je pense. J'espère que ça aide. Je vais garder ça à 21 minutes, c'est assez. Allez, ciao.